je prends la petite manette. Donc bonjour à tous, donc on est ravis de vous accueillir donc, avec Vincent pour vous partager notre retour d'expérience. Donc ça va parler beaucoup de transformation culturelle, de culture. Donc l'intitulé du REX, c'est de la transformation culturelle à la génération d'OKR d'équipe, une aventure IMSA expérimentée au sein d'un train un peu particulier. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Vincent si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Vincent Tellier, coach agile au niveau de l'IMSA, qui est la Mutualité Sociale Agricole. Et donc je travaille au sein de la direction transformation, voilà, qui a un programme de transformation, qui accompagne un programme de transformation à l'échelle de l'entreprise. Et puis je suis plus particulièrement centré sur les aspects culture. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle Partage et Culture. Voilà, c'est plutôt mon dada, le côté culturel. Et en même temps, moi j'interviens en tant que SPC localement, près d'autres directions. Donc là, pour accompagner les équipes, les individus. Et du coup, de mon côté, bonjour à tous, je m'appelle Laura Arène, donc moi je suis Scrum Master, donc au sein du vertical Santé Sociale Emploi à Toulouse. J'interviens pour mon client la IMSA en tant que Scrum Master au sein du fameux train un peu particulier qui s'appelle le train PNDS. Donc là, pour vous, c'est du jargon, donc bien évidemment, je vais vous expliciter tout ça un petit peu après. En parallèle de ma mission, je suis également formatrice au niveau de la Soprasteria Academy pour de diverses formations sur l'agilité ou la conduite d'atelier. Et je participe également, alors il y en a qui sont allés à la conférence sur les Community of Practice, donc j'interviens au niveau de différentes COP, que ce soit au sein de mon vertical, que ce soit chez mon client, au niveau de la guilde, voilà. Donc voilà pour nos présentations. Et bien Vincent, si ça te dit de nous parler un petit peu plus de la MSA du coup. Alors la MSA, une organisation de sécurité sociale, donc autrement dit c'est la sécurité sociale des agriculteurs, la sécu des agriculteurs. Donc c'est un organisme quand même qui regroupe 16 000 collaborateurs, qui a des éléments très forts dans ses valeurs et dans son mode de fonctionnement, parce que c'est un mode de fonctionnement démocratique, donc avec 13 000 délégués qui sont répartis sur le territoire, 35 caisses, 200 agences, donc un grand élément de proximité pour ce régime, proximité de ses bénéficiaires, et puis en même temps un guichet unique, ce que vous pouvez trouver peut-être au niveau du premier régime de sécurité sociale, donc c'est plusieurs organismes, vous allez trouver la CNAM, vous allez retrouver l'URSSAF, les CARSAT, un ensemble d'organismes qui vont être vos interlocuteurs, peut-être, si vous faites partie du premier régime. Là, c'est le deuxième régime de sécurité sociale, et donc on va avoir un guichet unique, c'est-à-dire peu importe que vous cherchiez à contacter pour la retraite, pour vos prestations maladie, pour un petit peu tout ce qui gravite autour de votre protection sociale, donc vous allez avoir un seul guichet, un seul interlocuteur, la MSA. Donc ça c'est un point effectivement assez peut-être innovant à l'échelle de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, la MSA, c'est 26,5 milliards d'euros de prestations. Si on parle un petit peu plus précisément d'IMSA, ça va être donc là effectivement l'informatique de la MSA, l'informatique institutionnelle, il n'y en a qu'une seule. Et donc c'est entre 1000 et 1400 salariés, 1400 collaborateurs qui vont œuvrer non seulement pour le monde agricole, donc la MSA c'est le monde agricole, tout ce qui a trait à la production agricole, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est la transformation agricole, il y a aussi les services au niveau de l'agriculture. Par exemple, un de nos plus grands, nos plus volumineux clients, c'est le Crédit Agricole. Et au niveau de l'informatique, on va travailler aussi pour des régimes comme celui de la SNCF, de la RATP. Donc voilà, pas uniquement que le monde agricole. Et on va même travailler plus spécifiquement pour toute la population avec un produit que va vous présenter Laura. Oui, donc je vous ai dit, je suis Scrum Master au sein du train PNDS. Donc PNDS, c'est quoi? C'est le portail numérique des droits sociaux. Donc peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. En tout cas, c'est un service gratuit à destination de l'ensemble de la population française pour mieux connaître ses droits sociaux et être accompagné dans sa démarche si on veut avoir une prestation sociale. Donc il y a différentes fonctionnalités, dont des simulateurs qui permettent d'estimer des aides et accompagner les Français en fait dans le fait de demander ces aides. PNDS, c'est un train safe et on considère que c'est un train un peu particulier puisque c'est un train pionnier au sein de la MSA, de la IMSA, en termes de démarche de transformation culturelle. Donc ça, pas d'inquiétude, bien évidemment, on va vous l'expliciter juste en suivant. Mais avant de vous parler plus précisément de PNDS entre autres, j'aimerais que Vincent nous explique un petit peu plus pourquoi la MSA est dans une phase de transformation culturelle. Ça vient d'où ?
pour reprendre un petit peu l'histoire, et peut-être l'histoire par rapport à l'agilité, au niveau de la MSA, on a débuté l'aventure en 2013 avec des expérimentations de cadre agile, Scrum, Kanban, très localisées sur certains périmètres, sur certaines technologies. Donc on a eu une première expérience dès 2013. En même temps, un petit peu avant, en 2008, et un petit peu après, on a rencontré des difficultés, notamment il y a eu la crise financière qui est venue porter un lot d'exigences supplémentaires au niveau des régimes de protection sociale par rapport à la maîtrise de la productivité et puis des coûts. Et en même temps, on a aussi cette difficulté peut-être au niveau du marché de l'emploi. Le marché de l'informatique a repris assez largement. Et donc on a aussi cette exigence supplémentaire d'avoir quelque chose d'attractif pour recruter effectivement des talents dans notre entreprise. Donc on s'est trouvé un peu au carrefour de plusieurs crises. Et donc on s'est posé la question encore plus précisément comment faire évoluer un peu notre fonctionnement pour arriver à répondre à toutes ces exigences. Donc en 2017-2018, on a constitué un collectif agile à l'échelle de l'organisation et on a commencé à essayer de voir un petit peu avec d'autres structures comme Pôle emploi, La Poste, des retours d'expérience, capter des retours d'expérience pour s'inspirer et voir quelle pouvait être notre trajectoire pour répondre à toutes ces exigences. En 2019, on lance un premier train toujours dans une logique d'expérimentation, on expérimente SAFe et donc voilà, on a ces effets positifs, notamment un peu la magie du PI planning qui opère et qui fait que, on choisit SAFe comme modèle d'agilité à l'échelle. Et puis en même temps, on avait lancé un audit de l'informatique et cet audit de l'informatique, il a confirmé ce choix et il a même défini une date, donc l'orientation vers l'agilité à échéance de 2025. Donc on a quelque chose qui s'appelle MSA 2025. Et à partir de là, on a commencé à lancer un ensemble de trains, donc des trains SAFe, 11 trains SAFe aujourd'hui. Il y a un train un peu particulier qui est un train de transformation de l'informatique institutionnelle. Et dans le cadre de ce train, qui s'inscrit aussi dans un programme de transformation de l'informatique institutionnelle, on a mis en place SAFe vraiment by the book, du moins on a vraiment essayé d'être assez fidèle, on a proposé de l'accompagnement par rapport à ce cadre, mais pour autant, on rencontre des difficultés, on se dit les promesses de l'agilité, elles ne sont pas encore là, on a un time to market qui n'est pas encore au niveau où on voudrait qu'il soit. On constate au niveau des équipes peut-être encore des lancers de patates chaudes, un certain niveau de dépendance qui existe. Et on s'est dit comment faire maintenant pour dépasser un petit peu cette situation. Eh bien, on s'est orienté vers la transformation culturelle. On s'est dit voilà pourquoi on va lancer une transformation culturelle. Ça ne suffit pas en fait tout ce déploiement du cadre, des pratiques, des rituels, des cérémonies. Il faut peut-être, comme le disait un petit peu Odile Moreau dans son introduction, renforcer les bases. Et donc on en est un peu à ce niveau-là. Et dans les bases, on sait qu'il y a une partie leadership qui est très présente. Si vous prenez un peu le leadership et la première partie qui est leading by example, vous allez trouver effectivement un gros focus sur la culture. Et on a essayé de remettre le focus sur cet aspect culturel. Alors qu'est-ce que la culture ? Alors, on a plusieurs définitions. Si vous lisez peut-être TV, vous allez en trouver 164. Donc là, on n'est peut-être pas au beaucoup de nos peines. Si on cherche vraiment à définir précisément la culture, nous, on en a retenu une seule, qui est aussi celle du cadre SAFe, c'est celle de Kotter. C'est pour finir la culture, c'est la manière ou la façon dont sont faites les choses ici. Voilà. Donc on a repris en fait cette définition. Et puis, on a des éléments un peu particuliers au niveau de la culture, c'est qu'on observe uniquement ses effets. Pour traduire ça, vous allez retrouver plusieurs métaphores ou plusieurs images. Parfois, vous allez avoir celle de l'iceberg. De temps en temps, ça va être le trou noir qui va être représenté, l'objet céleste, on ne voit pas tout, pourtant super massif et super important. Et bien nous, on a choisi, un petit peu en référence à l'agriculture, le terreau, avec une partie qui va être plutôt visible, voilà, c'est nos plantations, puis une partie qui est tout autant importante, qui est un petit peu le terreau sur lequel on va pouvoir faire développer, fleurir peut-être des projets ou des produits. Donc il y a cette partie effectivement visible et invisible, et on peut se demander par quoi on commence. Donc on a quand même pas mal exploré au niveau des pratiques. On a mis en place le cadre SAFe, c'est observable, on peut observer les rituels, les cérémonies, ainsi de suite, ça c'est vraiment c'est tangible. Et puis cette autre partie un petit peu plus intangible, quelque part on se dit on ne l'a pas suffisamment observé parce qu'on est aussi dans une culture qui a aussi une sorte qui arrive à occulter certains pans ou cette matière un peu plus intangible. On est très empreint en fait de la législation, on est en contact des pouvoirs publics, des gouvernements qui eux
nous apporte un cadre législatif et qui nous porte assez facilement vers un cadre qui va être assez bureaucratique. Et une particularité des cadres bureaucratiques, c'est que souvent la culture est un peu ignorée. On a tendance à avoir ce découpage très cartésien, très processus, et la partie un petit peu intangible, hein, on la voit moins. Et c'est cette partie-là, effectivement, qu'on choisit d'approcher avec une approche culturelle. Donc l'approche culturelle, c'est aussi ça, c'est faire ce choix, d'essayer d'envisager les choses avec un prisme culturel pour essayer aussi de prendre conscience de ce qui nous échappe. Alors, on a souvent une distinction, est-ce qu'on commence par la culture, les comportements, est-ce que c'est les valeurs, est-ce que c'est les pratiques? C'est une interrogation qui est assez forte. Pour finir, SAFE, quand on lit le réseau, hein, si vous avez la formation Lean SAFE, il va vous dire, bah non, commencez par changer la façon de travailler, et puis le reste suivra. Bon, c'est aussi ce que nous dit un petit peu Schauck, si vous lisez le livre Accelerate, vous verrez qu'il y a aussi cette idée qu'en modifiant quelque part les comportements, on va avoir les valeurs et tout l'état d'esprit qui va aussi s'en trouver impacté. Effectivement, il faut, nous, notre perception, c'est qu'il faut bien les deux en même temps. En fait. Il faut engager ce travail au niveau des pratiques avec le cadre SAFE et en même temps faire ce travail culturel. Du moins pour nous, c'est l'option qu'on a retenue, de travailler vraiment à ces deux niveaux en même temps. Alors comment on a fait pour adopter le prisme culturel? Quel était un peu notre cheminement pour arriver là où effectivement on a réussi à placer le focus sur la culture? Ben, tout d'abord, un petit sous-groupe de notre collectif agile qui était sensible à l'aspect culturel, qui voulait prendre les choses par ce prisme-là. On s'est beaucoup appuyé sur une méthode qui est la carte des 9 terreaux culturels. Donc, on retrouve un petit peu la référence au terreau. Et c'est André Robitaille qui propose en français ce cadre culturel, parce qu'on trouve beaucoup de modèles anglo-saxons. Voilà, pour finir, c'est un petit peu, voilà, ça nous parlait aussi beaucoup à ce niveau-là. Et c'est une méthode très progressive, très intégrative, qui a vraiment ce mérite de proposer une richesse au travers de deux axes, un axe collaboration, un axe formalisation. Et ça a bien pris. Dans l'organisation, on a réussi à avoir 100 personnes qui se sont activées au travers de la culture, mais tous localisés plutôt dans une direction qui était la direction technique. Donc il y a eu une réelle mise en action avec cette méthode. En même temps, les leaders, les managers ont pu prendre connaissance de cette méthode, de ce modèle, et ça a fait un certain écho et ça leur a permis déjà de sensibiliser la culture. Mais ça n'a pas forcément été suffisant pour avoir une mise en action à l'échelle un petit peu de IMSA. Et donc, il faut comprendre qu'il y avait l'ensemble des trains qui se lançaient à ce moment-là, donc tout le monde était un peu focus sur le cadre SAFE, et la carte des 9 terreaux culturels, on ne la trouve pas dans SAFE. Donc il s'est dit qu'il fallait remettre un peu le focus sur SAFE et trouver les éléments de culture dans SAFE. Aujourd'hui, ce que propose SAFE, c'est le modèle Westroom. Donc on est parti en fait avec ce modèle-là. Notamment, il y a une vidéo qui nous a beaucoup aidé pour ça, c'est celle d'un consultant qui est Steve Maynard, qui s'occupe plutôt des aspects culturels côté SAFE. Et on l'a traduite, on l'a diffusée. Et là, à notre surprise, on a eu un écho assez favorable. En fait, ça a beaucoup résonné. C'est un modèle peut-être un petit peu plus intuitif. Et donc, on a bénéficié en fait de cet effet-là. Et effectivement, ils se sont repassés la vidéo et on a pu franchir un petit peu ce piège de précarité, où pour finir, on avait notre méthode d'hétéroculturel, mais qui n'arrivait pas forcément à percer, ou du moins à réaliser une mise en action effective dans notre terreau culturel à nous. Et donc, eh bien, franchi ce premier cap, on avait vraiment eu un écho dans l'organisation. On s'est inspiré d'Accelerate, qui est un autre livre référencé aussi par SAFE, qui propose un questionnement au travers du modèle de Westroom, et qui nous permet effectivement d'évaluer la culture. Donc on l'a un peu enrichi, on a essayé, parce qu'on est quand même dans un environnement qui est assez prescriptif à un autre niveau, donc qui a cette appétence aussi d'avoir vraiment des guides. Donc on a donné des éléments de guidance, et pour une première évaluation. Donc on a les trains qui se sont évalués, qui ont pris connaissance, il y a déjà pas mal de conversations qui se sont initiées au travers de la culture et de marqueurs forts de comportement qui nous dirigent vers une culture propice à l'agilité. On a aussi mis en place des lives, voilà, des scénettes. On a essayé de jouer des scénettes, des situations où effectivement on présentait tantôt une culture agile, générative, tantôt une culture pathologique. Voilà, on a diffusé ça à large échelle. On a mis en place un réseau d'ambassadeurs. Donc voilà, 50 ambassadeurs, très représentatifs, mais avec un petit peu tout le monde. On va retrouver des managers, on va retrouver des équipiers. Donc
tous ceux qui partagent cette conviction en fait, de travailler au niveau de la culture, ben, on leur a donné cette opportunité, sous le registre de l'invitation, de venir travailler en communauté de pratique, parce que ça fait écho par rapport à la présentation que certains ont vu. Voilà, travailler en communauté de pratique pour de plus en plus essaimer, égrener cette culture générative. Et donc aujourd'hui, on estime être plutôt dans une phase de maturité à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a construit vraiment un bagage culturel et qui nous permet d'engager une démarche de transformation culturelle avec ce que vous allez retrouver ici, c'est une sorte de PDSA, Plan Do Study Adjust. Ben, on est un petit peu dans ce contexte-là. On sait que l'objet culturel, c'est un objet complexe. On a besoin de réutiliser quelque part de bonnes pratiques agiles, de découverte, de voir comment on peut influer sur la culture. Je vais tenter ça, je vais voir ce que ça donne. J'ai une hypothèse, est-ce qu'elle est validée ou pas? Et petit à petit, ben, progresser. Donc on a proposé cette démarche qui est effectivement cyclique et itérative au niveau aussi de la culture, qui marche aussi en saison. C'est beaucoup inspiré du PI Planning pour animer tout ça. Pour l'instant, ça nous convient. Le modèle Westroom, bah oui, il est plutôt porteur pour nous. Pour nous, ça nous permet vraiment d'évoluer, puis vraiment d'animer cette transformation culturelle. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir des difficultés. Peut-être qu'on sera un petit peu dans les trois types, dans les trois modèles de culture proposés, pathologique, bureaucratique, générative, un petit peu étriqués. On ne sait pas, peut-être. En tout cas, on sait qu'il y a d'autres modèles culturels, mais pour l'instant, celui-là nous convient assez bien. Alors justement, parlant de modèle culturel, je laisse Laura présenter un petit peu plus en détail. Peut-être pour ceux qui... Voilà, revenir un petit peu rapidement sur la définition des trois modèles culturels. Donc Ron Westroom, en 1988, a fait un peu une classification des cultures, donc c'est ce que Vincent vous introduisait. Donc trois types de modèles, pathologique, bureaucratique ou génératif. Donc pathologique, c'est plutôt à la gloire du leader, là où bureaucratique, ça va être plutôt à la gloire du service très orienté règlement. C'est par exemple dans le type de culture bureaucratique que vous allez entendre les phrases comme c'est pas ma faute, c'est l'équipe d'à côté qui s'est plantée. Et enfin le modèle plutôt génératif, ce vers quoi prône plutôt l'agilité, qui va être vraiment la culture du tous ensemble, du collaboratif. Une notion qui est intéressante dans ces modèles culturels, c'est que plus on tend vers une culture générative, plus l'échelle de la performance et de l'épanouissement professionnel croît. Donc ça c'est assez fort. Et pour finir de vous illustrer ces types de cultures, on a pris des exemples. Par exemple, au moment, donc Apple du temps de Steve Jobs est plutôt un exemple de culture pathologique, avec un dirigeant certes brillant, mais qui prenait plutôt la culture du oui. Là où la NASA au moment de Apollo 13, donc pour ceux qui ont la référence, donc Apollo 13, une mission un petit peu catastrophe envoyée dans l'espace où la NASA a montré explicitement une énorme culture générative pour sauver ces personnes parties dans l'espace dans des conditions absolument extrêmes. Bon, c'était pour vous illustrer et remettre un petit peu les bases. J'avais envie, quitte à intervenir au niveau du train PNS, de vous partager un exemple d'auto-évaluation culturelle. Comment ça marche cette auto-évaluation culturelle? On reprend les systématiques du modèle de Westroom, qui sont l'information est activement recherchée et partagée. Je vous le lis parce que c'est un peu petit, je pense. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage et les messagers ne sont pas punis. Les responsabilités sont partagées au sein du collectif. La collaboration est transverse et encouragée et récompensée, même pour moi c'est petit. Les échecs mènent à des introspections avec pour objet l'amélioration et les nouvelles idées sont les bienvenues. Donc l'idée c'est que le collectif, à un instant T, donc de façon cyclique, périodique, itérative, comme ce que disait Vincent, s'évalue par rapport à ces systèmes. Donc la chose intéressante, c'est que côté IMSA, il y a une déclinaison de ces thématiques en assertion un peu plus précise, qui fait un bilan assez complet. Et ce scoring-là permet après de vous situer par rapport à un type de modèle, donc parmi les trois qu'on vous a présentés, bureaucratique, pathologique ou génératif. Voilà par exemple. Donc c'est super de s'auto-évaluer à un instant T, pas de souci. Mais en fait, concrètement, si on veut engager une transformation culturelle, aller plus loin, dépasser ça, alors on fait comment? Comment on passe à l'action? Et pour passer à l'action, on reprend, donc tu as commencé à introduire Vincent, la démarche de transformation culturelle. Donc là déjà côté MSA, quelle est-elle? Alors déjà c'est une démarche itérative, on reste dans l'agilité, et donc les différentes étapes, une première c'est celle d'évaluer. On évalue la culture à un instant T, donc ces formulaires d'auto-évaluation le permettent. Puis il y a une phase de projection, c'est-à-dire qu'on s'imagine la culture cible que le collectif souhaite atteindre.
Ensuite, il y a l'étape d'agir. Donc agir, c'est on va y aller step by step pour atteindre ces objectifs de culture cible. Et enfin, il y a l'amplification. L'amplification, c'est quoi? C'est le fait de expliciter, communiquer sur les résultats. Et surtout, peut-être la partie la plus intéressante, de célébrer les succès. Donc ça, c'est une démarche qui est mise en place au niveau de l'entreprise. Et nous, au sein du train PNDS, on s'en est inspiré parce qu'on avait envie d'aller plus loin dans notre approche culturelle de notre train. Donc comment on a fait? Cette première étape d'évaluation, du coup, on est reparti du questionnaire de base avec les 6 thématiques du modèle de Westroom et des assertions. Donc on a refait une auto-évaluation basée sur ces questionnements-là. L'idée, c'est d'avoir un panel représentatif au niveau du train. Si vous êtes que RTE et Scrum à le faire, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est d'avoir des développeurs, des testeurs, de la system team, bref, tout un panel représentatif, pas toutes les personnes du train, mais que ça soit suffisamment représentatif. Et je dirais le conseil par rapport à cette étape-là, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible dans son auto-évaluation. Pourquoi? Parce que si on a un excès d'optimisme ou de bienveillance par rapport à son auto-éval, on va plus être déjà dans l'étape de projection que dans ce qui est réellement. Donc ça va être plus dur de travailler. Pour aider au fait d'être vraiment plus objectif dans son auto-évaluation, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des preuves. Plus on a de preuves, plus c'est facile d'être factuel et de s'auto-évaluer. Donc si je vous donne un exemple, par rapport à la thématique, les échecs sont des opportunités d'apprentissage et les messagers ne sont pas punis. Une des assertions sur laquelle on a travaillé, c'est lors d'un événement, qu'il soit bon ou mauvais, les collaborateurs disposent de la place et du temps pour tirer ensemble les enseignements de leurs succès et de leurs échecs. Comment est-ce qu'on s'est évalué par rapport à ça? Nous, au sein du collectif, on a mis l'échec, il est parfois communiqué et utilisé comme moyen d'apprentissage afin de s'améliorer. Bon, autant vous dire qu'on a du travail à faire sur l'échec. Passer cette phase d'auto-évaluation, donc dites-vous c'est un atelier qui prend quand même du temps, où il y a besoin d'aligner tout un collectif, donc ça va prévoyer du temps si vous le mettre en place. Il y a l'étape de projection. Donc la projection, c'est quelle culture je souhaite pour mon collectif, où est-ce que je veux aller. Donc pour ça, on reste dans le modèle de Westroom, on essaye de voir par rapport aux 6 piliers, où est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut comme culture cible. Pareil, c'est un atelier il y a besoin d'aligner tout un collectif. Et donc si vous avez un regard critique sur les slides, vous voyez qu'il n'y a pas 6 piliers, il y en a 7. Pourquoi? C'était un peu le propos que j'avais envie de vous partager. C'est oui, Westroom, c'est super intéressant et c'est des bonnes bases pour travailler sur sa culture. Passez par là, c'est intéressant. Par contre, ne vous limitez pas. Essayez de penser out of the box, essayez d'aller chercher ce qui pour vous est important d'un point de vue opérationnel à l'instant T avec ce collectif-là. Et pour nous, ce qui était important, par exemple, c'était d'axer tout un pilier autour de la bienveillance, qui n'était pas porté par le modèle explicitement. Donc voilà, accepter la diversité des points de vue et les voir comme une richesse, ne pas formuler d'hypothèses, se mettre dans la peau des personnes, comme on dit, marcher 3 lunes dans ses chaussures. Voilà. Pour nous, c'était quelque chose d'essentiel à mettre en place, donc ne vous limitez pas, enfin allez-y quoi, challengez un petit peu ce modèle et allez plus loin. Et quitte à être dans une étape de projection, de se dire c'est quoi la culture que je veux atteindre, et de s'aligner tous derrière ce qu'on veut atteindre, et on s'est dit, il y a un super outil, on en entend parler partout, les OKR, qui vont nous permettre de définir une ambition et d'aligner tout le collectif derrière. Là où, voilà, on souhaitait mesurer, mais les OKR vont à une dimension vraiment d'ambition, d'alignement, que n'a pas, par exemple, des KPI. Donc on s'est dit, allez, c'est parti, et si on essayait de définir des OKR au niveau du train? On entend beaucoup de parler d'OKR au niveau stratégique, au niveau entreprise, pourquoi pas nous à l'échelle de l'équipe, des équipes. Donc au début, quand on brainstorm sur les OKR, là je vous ai mis un peu un petit extrait tout petit de ce que ça donne sur Klaxoon, il y en a un peu partout, on va pas se mentir. Donc on se dit, waouh, en fait on veut tout mesurer, par quoi on part, oulala, comment on va s'en sortir. Donc les OKR, au début, ça peut paraître super compliqué. Mais ça peut pourquoi pas aussi être très simple. Et en fait, on est reparti de notre culture cible, de qu'est-ce qu'on veut. Et là, on a essayé de vraiment se concentrer sur l'exercice d'OKR. Donc si je vous prends par exemple celui-ci, alors je vais vous le lire. L'échec est, donc nous, notre culture cible par rapport aux échecs, c'était l'échec est toujours utilisé comme moyen d'apprentissage afin de s'améliorer continuellement. La prise de risque et l'innovation sont valorisées, c'est ce qu'on aimerait atteindre. En objectif, on a défini c'est valoriser nos échecs, apprendre à communiquer dessus, chose particulièrement complexe, disposer de moments dédiés pour apprendre de nos échecs et s'améliorer en permanence. Et donc les key results qu'on en a déduits par rapport à ça, c'est le nombre d'échecs communiqués par rapport au nombre d'échecs rencontrés sur la durée d'un PI.
ou encore, et encore plutôt, le nombre d'actions d'amélioration réalisées par rapport aux échecs rencontrés, par rapport au nombre d'échecs rencontrés, toujours dans le cas d'un PI. Là, de prime abord, vous pouvez vous dire, mais ça a l'air super simple. Et bien, c'est un peu le but aussi de vous montrer ça. On est dans le premier cercle itératif. C'est la première fois qu'on en définit. Et semaine prochaine, on est en PI planning. Et semaine prochaine, eh bien, on va présenter des OKR priorisés au train. Donc tout le monde s'aligne, mais ça y est, on va les suivre et on va se challenger et voir à la fin en Inspect and Adapt ce que ça donne. Et donc oui, ça peut être simple et en fait, il ne faut pas attendre des mois ou des années à réfléchir, à phosphorer sur quelle serait la meilleure façon de mesurer, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Le conseil, c'est plus, allez-y en fait. Voilà, lancez-vous. Et enfin, pour terminer sur l'étape de projection, eh bien, on va partager ce fameux board culturel à l'ensemble du train. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'on va avoir un panel représentatif des rôles, mais pas à tout le monde. Donc là, c'est le moment de faire un peu une cérémonie, une instance pour ça, de rassembler tout le monde pour présenter ce board. Ce board, on représente la culture telle qu'elle est aujourd'hui, évaluée par le collectif, la culture cible qu'on veut atteindre, qui est ambitieuse, les acteurs, donc quitte à avoir tout le monde aligné autour de la table, c'est l'occasion aussi de dire eh oh, qui a envie d'être ambassadeur culturel avec nous et de porter ça parce que ça vous parle et que c'est important pour vous aussi. Présenter les OKR culturels et le pitch. L'exercice de pitch est intéressant puisque c'est synthétisé en une ou deux phrases quelle est pour vous la vision culturelle de ce train-là. C'est assez intéressant. Donc voilà, l'aspect important, c'est communiquer pour aligner. C'est très important. Je ne vais pas terminer le cycle agir et amplifier, je vais l'aborder dans la conclusion, vous allez voir pourquoi. Donc conclusion, aujourd'hui on en est où au niveau du train PNDS? Déjà on a mis des OKR au niveau de l'équipe et le constat, c'est que c'est plutôt positif parce qu'on a réussi à aligner tout un collectif vers où on regarde. Et il n'y a pas 30 OKR, il y en a 3 priorisés et pour le prochain PI, donc ça c'est quelque chose d'assez fort et assez puissant, on va tous regarder dans la même direction. Donc ça c'est intéressant. Des premières observations de terrain aussi qu'on observe, c'est que cette démarche un peu de réflexion plus profonde sur la culture, elle a commencé il y a à peu près 9 mois, je dirais 9-10 mois. Et dans les différentes choses qu'on a surlignées, il y a aussi l'aspect innovation. Les sprints IDP n'étaient pas hyper respectés, ce qui fait qu'avant toute cette démarche-là, quand en tant que Scrum on anime des ateliers de brainstorm en avant des sprints IP et qu'on dit alors c'est quoi vos idées d'innovation, là c'est un petit peu plat, pas trop d'idées, ah mais il y avait une vieille backlog, ah ben on va prendre tel sujet. Donc les équipes embarquaient les sujets alors qu'elles n'étaient pas particulièrement motivées de les prendre. Bon, c'était un petit peu dommage, c'était pas le but de faire l'innovation dans ce sens. Là où, quand on a commencé à réfléchir plus profondément à notre culture, on s'est dit mais il manque quelque chose au niveau de l'innovation, donc on a eu toute une réflexion avec le RTE, on se dit et si on n'intégrait pas plus d'innovation dans nos sprints? Donc on a eu, et ça c'est super et ça continue d'être le cas, une après-midi d'innovation à chaque fin de sprint, qui vient en complément du sprint IP, qui est plus respecté. Donc là, on voit des premiers résultats terrain, notamment des développeurs qui sont sur des problématiques à l'instant T dans le sprint et qui se disent ça ferait un super sujet d'inno qui me débloquerait bien dans ma situation et qui se note à côté. Ce qui fait que les ateliers de brainstorm étaient beaucoup plus sympas pour les scrums parce que du coup, on avait des développeurs motivés avec des idées proactives et envie de trouver des solutions. Donc ça, c'est en termes d'observation de terrain. Et c'est plus l'aspect et demain. Et demain, donc le fait d'agir, donc quelles étapes on va mettre en place pour atteindre notre culture cible. On a le PI planning semaine prochaine et là on a choisi parmi tous les OKR qu'on a brainstormé 3 qui sont vraiment importants pour nous à surveiller. À ce que tout le collectif regarde et soit attentif dessus pour s'améliorer. Et l'idée c'est qu'après de décliner ça au niveau des équipes et essayer de les suivre au plus près du quotidien opérationnel. Et ensuite, la phase d'amplification, ça va être de faire le bilan en Inspect and Adapt et si possible, voilà, à voir comment le collectif va évoluer, mais d'avoir peut-être de nouvelles cérémonies où on célèbre les succès parce que, on y est arrivé et on est quand même content et il faut le fêter à tous ensemble. Donc voilà pour la conclusion au niveau du train PNDS. Et Vincent, je te laisse conclure au niveau de l'entreprise du coup. Au niveau de l'entreprise, effectivement, vous voulez mettre le focus sur l'importance de la culture, ça c'est gagné. Puis en même temps, on constate, pour finir, que les trains qui vont vraiment mettre en place de manière volontaire, comme PNDS, qui est pionnier, qui est vraiment très volontaire dans ce contexte-là, on va trouver un écart peut-être sur les performances, donc ça c'est un premier point, effectivement, mais aussi sur la perception des collaborateurs. Les collaborateurs vont être plus satisfaits, effectivement, des trains où on a vraiment mis en place une démarche culturelle. Donc ça c'est un point assez fort et on constate, pour finir, un écart tangible sur ceux qui ont vraiment engagé une transformation culturelle.
ça nous engage à poursuivre les efforts. Et effectivement, on a beaucoup travaillé au niveau de l'informatique et on aimerait petit à petit travailler aussi avec le métier, avec les caisses. Notre réseau d'ambassadeurs, il est assez intégral, il le permet. Donc on voudrait vraiment ramener le métier aussi dans cette transformation culturelle. On voit que c'est un enjeu fort et incontournable. Hein. C'est vraiment un point de vigilance. Les diagnostics, les évaluations, on en a parlé. Pour nous, il ne s'agit pas de s'évaluer une fois et puis c'est tout, mais vraiment de revenir dessus, parce que ne serait-ce que le fait de s'évaluer, c'est aussi un apprentissage. C'est des conversations très riches et il faut pouvoir les réengager régulièrement. Je pense que c'est vraiment déjà une plus-value en tant que telle de s'évaluer. Et donc ça, c'est vraiment d'avoir cette régularité qui est sous-tendue un peu par le rythme itératif, par la boucle, de dégager. C'est la conclusion qu'on en tire, qui nous permet après de consolider des indicateurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore parfaitement consolidés. On voit que il y a certains trains qui arrivent à engager la démarche, et puis après, c'est un petit peu plus difficile de la mener dans le temps. Donc notre conclusion, c'est de poursuivre nos efforts sur la culture, d'être un peu tenace sur cet aspect culturel. Je pense que là, ça va nous servir vraiment à aller vers une culture générative. Merci beaucoup. Merci à tous. Je ne sais pas si ça vous génère des questions, peut-être, par rapport à vos quotidiens opérationnels. J'en ai une, si j'ai bien compris, les OKR du train vont permettre de comparer les OKR de la transformation. Mais du coup, dans le train, il y a le métier, donc le processus, où c'est vraiment que interne DSI. Il est côté DSI, ce train. Il est côté DSI. C'est vrai que c'est un train doublement particulier parce qu'on travaille directement avec la DSS. Donc ça, c'est aussi peut-être une originalité, alors que nous, on a une caisse centrale à l'échelon national qui représente d'habitude plutôt la partie métier. Bon, aujourd'hui, la PNDS ne le fait pas, sinon on pourrait imaginer effectivement des objectifs de transformation qui seraient encore plus partagés, pas seulement au niveau de l'informatique. Même les OKR sont uniquement sur ce fameux train PNDS, parce qu'à terme, vous souhaiteriez que l'ensemble des trains portent des OKR culturels. Alors, pas nécessairement. En fait, on a proposé une démarche d'entreprise, donc ça donne un standard, effectivement. Mais pour autant, le standard, on le considère comme un petit peu la meilleure pratique qu'on a trouvée à un instant T, mais pas forcément dans l'idée d'appliquer partout, stricto sensus, les OKR. Mais pour autant, on reste perméable aux propositions. On se dit, bah oui, c'est peut-être une bonne idée. On l'expérimente, on verra s'il y a lieu de le rapporter dans le standard ou pas. Mais pas forcément sur le registre de l'imposition. Oui, c'est pas obligatoire, c'est proposé pour le moment, parce que c'est encore en phase d'expérimentation, etc. Donc, libre à chaque train, entre guillemets, Oui, c'est ça. On garde un petit peu cette idée que les trains ils sont quand même experts un petit peu de leur contexte et peut-être tout n'est pas nécessairement applicable. On essaye de proposer un petit peu, pour pas être dans notre anti-modèle, c'est pour résoudre une culture et en même temps on ne supporterait pas la décentralisation, les prises d'initiative. On essaye effectivement de concilier tout ça. Pour les métriques, on voit par exemple le taux d'erreur remonté versus le taux d'erreur réel. Ouais. C'est quoi? Sur base de volontariat en fait au niveau de chaque équipe, parce que je suppose que c'est pas en termes d'outillage qu'on peut facilement non, ouais, et effectivement c'est le taux d'échec, oui c'est ça, d'erreur. Alors c'est pas vraiment bug, hein, c'est vraiment plus je sais pas, échec ça pourrait être j'ai pas réussi à gérer telle dépendance, je l'ai pas communiqué, j'ai pas osé le communiquer, enfin voilà, donc c'est ouais, et je pense que c'est un peu la réflexion qu'on va avoir, hein, c'est comment est-ce qu'on va détecter que c'était un échec qui a été... Enfin, comment on détecte le nombre d'échecs total parmi ceux qui sont communiqués et ceux ils sont un peu mis sous le tapis, quoi. Et ça fait partie... C'est pour ça aussi que je voulais montrer des choses assez... comment dire... amenées comme ça de prime abord, parce que, on s'est posé ces questions, on est arrivé sur le consensus qu'on pourrait arriver à mesurer ça. Après, on va le tester sur le terrain et l'améliorer, et peut-être que ça sera pas pertinent, et dans 2 PI, je vous dirais, enfin, il y aura un Rex en disant oulala, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et plutôt mesurer telle et telle chose. Ouais. Donc on verra à l'avenir. Oui, vas-y. Côté IMSA, il y a une volonté aussi de poser des OKR au niveau du produit plutôt. Ouais.
C'est des choses qui sont en cours déjà ou qu'il y a déjà en place? C'est en cours, effectivement. Alors, il y a au niveau PNDS, effectivement, c'est une démarche OKR assez affirmée. Il y a tout ce travail aussi au niveau Lean Business Case qui existe. Il y a des OKR de transformation, mais pour autant, aujourd'hui, on est plutôt sous forme de formulation un petit peu lâche, sous forme d'état désiré. Voilà, on n'est pas encore tout à fait aux OKR, c'est vraiment une initiative en cours et on ne les a pas forcément complètement installés au niveau de la vision de l'entreprise. Il y a des OKR qui existent, mais pour l'instant, ils sont plus en phase de maturation. Il y avait une question. En fait, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez diffusé cette culture, encouragé cette culture au niveau opérationnel, donc au niveau des trains. Est-ce que vous avez adressé aussi en parallèle les sponsors, les leaders, pour que sur ce changement de mindset culturel, puisqu'on parle par exemple du taux d'échec, oser communiquer, il faut aussi qu'il y ait un cadre propice pour pouvoir oser justement communiquer, donc c'est taux d'échec, d'erreur. Du coup, est-ce qu'il y a aussi un travail de changement de culture auprès des hauts managers, des sponsors? Ouais. On encouragerait ça aussi, parce qu'il faut que le cadre, la sécurité psychologique soit là. Comme on dit. Oui, c'est exactement ce que dit Westroom. C'est pour finir, c'est pas les leaders qui font la culture. Il y a eu des initiatives à un moment donné, on veut déployer la culture, voilà, on décide un beau matin, la culture ce sera là, on fait des affichages, et puis ça ne marche pas. Donc effectivement, ceux qui vont créer la culture, c'est vraiment les collaborateurs, mais ils vont quand même beaucoup le faire en fonction de l'exemple et des priorités du leader. Donc c'est un peu ce que dit Safe quand il propose dans son leadership, leading by example, et puis il met directement Westroom en dessous. Effectivement, c'est les fondamentaux. Et on sent bien qu'il faut adresser les leaders. Donc on les a amenés pas forcément à travailler directement la culture générative, même s'ils ont tous quand même été un peu immergés dans l'évaluation. Donc il y a déjà une première sensibilisation, notamment le programme, je parlais d'un train team, qui sont assez représentés. On a proposé de faire une évaluation, donc c'est déjà un premier point. Mais de manière plus spécifique, là, ils se sont engagés, enfin ils s'engagent de plus en plus à travailler leur leadership et à leur demande. Donc il y a vraiment une appétence pour aller vers un leadership plus lean agile qui intègre du coup cette culture. Et ils s'en sont fait les sponsors. Ils ont affiché en fait cette orientation pour aller vers une culture générative. Sans oublier de travailler aussi eux-mêmes, dans leur copie, au comité restreint, voilà, sur ces aspects-là pour pouvoir installer réellement une culture générative. Vous n'avez pas rencontré de résistance à ce changement? Alors, il y a des difficultés, c'est pas simple. Oui, non, c'est vrai que. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de résistance parce que c'est vraiment affiché dans la vision, donc on sait un peu où on veut aller. Par contre, dans le quotidien, de mettre le focus et la priorité sur ces aspects-là, de dire oui, il faut que je m'occupe de peut-être voilà, d'avoir un peu de coaching sur cet aspect-là, trouver le temps de le faire, c'est là où c'est un petit peu difficile parfois. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a une appétence au niveau métier qui viennent nous solliciter directement pour dire on a vu que vous travaillez sur la culture, on aimerait aussi le faire. Et là, il y a des directeurs, des directrices qui nous sollicitent pour ça. Mais oui, en tout cas, c'est pas simple. Ça nécessite effectivement d'aller voir, d'échanger, de sensibiliser, de repasser la vidéo dont je parlais peut-être de temps en temps. Petit à petit, ça fait son chemin. En fait, j'avais posé une question, mais vous m'avez presque coupé l'herbe sous le pied, mais je vais la poser quand même. Comment est-ce que vous qualifieriez la résistance au changement et sa potentielle évolution au fil du temps sur cette transfo culturelle? C'était ça ma question. Oui, c'est une bonne question. La résistance au changement, effectivement, elle est. Quand on arrive avec ce niveau de questionnement, il y a déjà parfois une première résistance. Voilà, il y a un côté introspectif, déjà qui est sous-tendu par la méthode, qui n'est pas évident. Parfois, quand on parle d'échec, voilà, on n'est pas forcément sur parler de sécurité psychologique dans une autre conférence, c'est pas forcément en place, quoi. Bon, ça peut aussi occasionner des résistances. Donc il y a peut-être déjà, ne serait-ce que sur la méthode d'évaluation elle-même, une forme de résistance qui peut s'installer. Puis après, quand on a ce modèle Westroom, il est très confrontant, finalement. C'est-à-dire que
Vous êtes soit pathologique, soit bureaucratique, soit génératif. On a compris qu'il fallait mieux être génératif. Bon, c'est vrai qu'il a ce côté très confrontant. Il n'y a personne qui va être pathologique et pas beaucoup de monde qui va être bureaucratique. Alors que pour autant, bureaucratique, ça propose aussi des avantages, c'est-à-dire qu'il y a des notions d'équité, il y a des notions d'égalité qui sont données par un processus qui est partagé, donc ça c'est intéressant. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport aux typologies, il y a une possibilité de résistance au changement à ce niveau-là, ça peut déjà choquer. Donc qualifier la résistance au changement à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que la démarche en elle-même avec ce caractère introspectif, oui, c'est pas forcément facile. Le fait de dire, sur le phénomène culturel, ce qui va nous intéresser plutôt qu'un avis individuel, avec l'avis d'un leader ou d'un autre, on va essayer de donner contrepoint collectif, c'est-à-dire réagir ensemble. Donc ça veut dire aussi échanger ensemble, puis en plus on va avoir une attention forte à la preuve, quoi. Donc on va aller chercher des éléments que parfois on n'a pas forcément dans l'organisation trop envie de montrer, quoi. Donc ça aussi, ça peut occasionner un certain niveau de résistance. Voilà, quelques éléments de résistance au changement qu'on peut trouver dans la démarche. Et puis après, il y a aussi ce fait de dire, dans l'environnement bureaucratique, pour finir, la culture, on ne la voit pas trop, la partie intangible, la faire remonter et puis travailler dessus, non, c'est pas forcément dans les priorités, quoi. On a d'autres choses à faire que de travailler la culture. On peut avoir aussi ce type de résistance, quoi. Donc, quelques éléments de... Il n'y a pas que ça, je pense que... Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Dans quelle mesure vous avez été confronté, parce que là on parle de culture d'entreprise, notamment la culture c'est la DSI, mais on va pouvoir avoir l'occasion de travailler avec les prestataires extérieurs, donc d'autres entreprises au sein même, des équipes de développement, parfois d'autres cultures tout court, parce que sur d'autres pays, il y a de grosses différences. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces difficultés? Est-ce que vous avez déjà, comment vous approchez ça, le fait de vouloir fédérer effectivement des équipes entre métier DSI, ça paraît logique, mais également d'autres cultures ou d'autres sociétés carrément? Ouais, ça c'est... Merci pour la question. On n'a pas forcément l'occasion d'être dans le registre culturel international au niveau MSA. C'est pour le coup, mais pour autant, on travaille avec des prestataires, des sociétés externes qui ont eux aussi dans le niveau culturel. On a aussi dans l'organisation, pour finir, des cultures variées. Pour finir, même l'intégration, on est répartis sur un ensemble de sites, on a 15 sites en fait. Donc on a aussi cette difficulté-là. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus facile de dire la cible c'est celle-là, mais pour autant, on ne va pas le dire à nos sociétés de prestation. On va essayer de les associer, en fait, mais plutôt sous le registre de dire aidez-nous à évaluer notre culture. Et ça a été un vrai pan, parce qu'à un moment donné, quand on arrive avec une démarche culturelle et qu'on arrive avec ce niveau de questionnement introspectif, parfois on va questionner les aspects qui pourraient être perçus comme de la hiérarchie, on tombe vite sous le coup du délit de marchandage ou sur les difficultés de subordination qu'il faut absolument éviter dans un contexte de relation d'assistance technique, ou comme on l'appelle, comme on veut. Donc voilà, il y a cette difficulté-là. Ça nous a amené à repenser tout notre questionnement et toute notre facilitation pour dire oui, on va essayer de situer en fait ce qu'on demande aux prestataires, mais pour autant, on va quand même garder cette idée de les associer, quoi. Donc peut-être qu'ils vont vivre effectivement une certaine culture dans la société, peut-être qu'ils vont s'autoriser aussi à en vivre une autre chez IMSA, sans pour autant qu'on fasse un ou, ça peut être un et, quoi. Voilà. Donc on n'a pas ce côté, on va fédérer ou imposer à la société de travailler dans le même niveau culturel que nous. Par contre, on peut effectivement, quand on travaille ensemble, on va trouver certaines dynamiques de collaboration. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, que je retrouve au niveau PNDS, parce qu'on est plusieurs prestataires sur la mission. Et ce board culturel, il émané de tous ensemble. Il n'y a pas eu de distinction client-presta. Ah ben non, je suis client, je vais pas écouter. Non, ça vraiment. Puis il y a toujours eu, alors du coup je parle du contexte que je connais, mais dans ce train, une envie de, on est tous de la même couleur, PNDS, et go, on avance ensemble, et tout propos, toute remarque, si vous êtes là, c'est que c'est pertinent, donc allez-y. Et donc on était dans ces démarches à fond, je crois que ça émanait des scrums, et tous les deux, on est prestataires, de dire, allez, on travaille sur la culture, il y a un sujet intéressant à faire, quoi. Voilà. Donc en termes de témoignage terrain. Oui. Il y a eu 2 OKR, c'était un exemple, alors je n'ai peut-être pas tout écouté. Je suis désolée si ça a déjà été dit. Sur les échecs. Il y a combien d'OKR au final Il y en avait pas mal. En fait, on s'est un peu...
quand on se lance dans le truc OKR, c'est ce que je voulais vous dire, on a envie de brainstormer, donc là il y a un peu tout ce qui est important pour chacun qui ressort. Il y en a pour peut-être des PO, PM, ça va être l'utilisateur final, à quel point je challenge mes maquettes, c'est dans les mains d'utilisateurs finaux avant de concevoir mon produit. Je sais pas, dans mon cas, c'était plus tout ce qui est autour de la culture de l'échec. Comment le collectif peut s'exprimer, oui, enfin, peut-être pas fièrement, mais oui, dire bah, j'ai fait telle erreur et j'ai tiré tel et tel axe d'amélioration. RTE, il y avait d'autres choses, peut-être essayer de faire, je sais pas, peut-être plus du release on demand, de vraiment matcher le time to market, aller plus vite dans les releases. Voilà. Donc au début, cet atelier de brainstorm, il y a énormément de choses qui sont sorties. Le plus dur étant toujours pareil, c'est de prioriser. Donc voilà, je pense qu'on a peut-être je dirais une vingtaine qui sont sorties, tout à un instant T. Ce qui en sort vraiment, et ce qu'on s'est dit en ligne de conduite au PI prochain et aux autres PI, c'est dans maximum 3. Parce qu'en fait, sinon, on va tous regarder partout et on va rien viser. Alors que là, on a ces 3 en tête, tout le monde a ces 3 en tête et on sait que c'est ça sur lequel il faut qu'on améliore d'abord, parce que c'est les plus urgents. Et après, peut-être que dans 3, 4, 5 PI, ou peut-être le prochain, ça va rechanger, la priorité va rechanger. Voilà. Donc le truc important, c'est vraiment prioriser. Voilà. Je dirais. Et c'est dur. Surtout à plusieurs. Ouais. Donc on fait des votes, tout ça, ouais. Démocratie. Seul, c'est pas facile, parfois. Être en désaccord avec soi-même, c'est une rupture Ouais. assez compliquée, effectivement. Des dernières questions? Alors bon. Bon, bon OKR à vous alors. Merci beaucoup.